j'apprends que je suis enceinte. Et 3 semaines après, j'apprends que mon mari a un cancer généralisé. Et c'est là où ma vie va basculer. Alors j'ai rencontré Fouad quand j'avais 16 ans. Je descendais du bus à 49 pour rentrer chez moi avec mon petit sac à dos là. Et je croise son cousin, que je salue, etc. Et en fait, nos deux familles sont très très bons amis. Ils se connaissent depuis des années. Et donc en fait, mon mari va me voir discuter avec son cousin. Et donc quand je suis partie, il a demandé, tiens, qui j'étais. Et son cousin lui a dit, écoute, c'est la fille d'un tel, donc tu oublies. Pendant quelques jours, il m'a un peu observé, il a vu où je suis rentrée, donc où j'habitais, etc. On s'était échangé nos numéros de téléphone. Et là, voilà, que quand je le vois en plus, y a aucune attirance, etc. C'est pas le coup de foudre, comme on pourrait le croire. Et donc, je vais apprendre à le connaître. Et au tout début, on va rester d'abord au téléphone pendant 1 mois. Et puis puis après on va commencer à se voir. Il a été parler avec sa famille et ils sont venus voir mon papa pour demander ma main. Et à ce moment-là, mon papa leur a juste dit, c'est pas moi qui décide, c'est elle, c'est quand même elle la concernée, c'est son avenir. Donc c'est à elle qu'il fallait lui demander. La loi belge interdit les mariages de jeunes adultes mineurs. Et donc du coup, on va rester comme ça pendant 2 ans. Et au moment où je vais arriver à atteindre mes 18 ans, on va devoir se séparer. Sous la pression familiale, en fait, il y avait des personnes de la famille de ma maman et de sa famille à lui, qui ne s'entendaient pas. Et alors, on va se séparer pendant 6 longues années, à peu près. Entre-temps, moi, je vais essayer de refaire ma vie, lui aussi, je vais rencontrer d'autres personnes. Je me rends compte, en fait, que je me mens. Me remettre avec mon mari, c'était une obsession. Je vais rester comme ça pendant 2 ans célibataire, jusqu'au jour où je vais devoir partir au Maroc. Et en fait, le soir où j'arrive à Tanger, je croise Fouad. Il va faire comme s'il ne me connaissait pas. Je vais très très mal le vivre. Et le lendemain, on va se croiser dans le salon de thé de mon papa. Et quand je le vois rentrer, c'est moi qui vais lui dire « Ah, Fouad, bonjour !» Et donc voilà, il va venir, il va d'abord parler avec mon père, demander l'autorisation s'il peut venir me parler. Et mon père va lui dire « Écoute, ce que je t'ai dit il y a de ça 8 ans, c'est encore d'actualité. C'est elle qui décide. » Et donc voilà, et puis il va me demander si je suis d'accord de reprendre là où on s'était arrêté. Et à ça, je vais lui répondre non. Je vais lui dire, j'accepte de revenir avec toi à une seule condition. Je veux que tu m'épouses le 3 août. Et donc il va accepter. La seule chose, c'est qu'on ne s'est pas marié le 3 août. On s'est marié le 8 du 8 2008. Et puis, le 24 octobre 2009, j'apprends que je suis enceinte. Et 3 semaines après, j'apprends que mon mari a un cancer généralisé. Et c'est là où ma vie va basculer, le 11 novembre 2009. Déjà, au mois de février 2009, il commençait à avoir des douleurs au bas du dos. Et donc, à chaque fois, on allait voir le médecin traitant et on nous disait que c'était des calculs rénaux. Jusqu'au jour où il va être complètement bloqué du dos. Et là, je vais l'emmener aux urgences à l'hôpital Saint-Luc. C'est une stagiaire, en fait, qui va faire tous les examens possibles et imaginables parce qu'elle va vraiment prendre le temps de l'écouter. Et elle va le rassurer et elle va lui dire « Ne partez pas d'ici tant qu'on n'aura pas trouvé ce qui ne va pas. » Et fin de la nuit, la stagiaire va venir nous trouver et va nous annoncer qu'en fait, ils ont trouvé une masse. Quelques semaines après, on nous annonce que c'est un cancer généralisé. Et en fait, l'ampleur des dégâts va vraiment être constatée lors de l'opération, parce qu'à la base, l'opération devait durer 4 heures, mais en fait, elle va durer 11 heures. C'était la journée la plus longue de ma vie. Puis après, va commencer la série de chimio, donc pendant tout le long de ma grossesse. Le cancer n'impacte pas seulement le patient, ça impacte toute une famille. Parce qu'il y a certains types de cancers qui invalident les patients, ce qui était le cas de mon mari. Et donc, du coup, enceinte de plusieurs mois, je vais devoir, porter mon mari d'une pièce à une autre, je vais devoir le laver, je vais devoir lui donner à manger. Il y a même des soins que je vais devoir lui administrer à la maison, certaines piqûres par rapport à son traitement, etc. Et donc, en fait, la fin de ces traitements et ma grossesse vont coïncider. Ça va être, en même temps. Ils vont le laisser sortir de l'hôpital et il va pouvoir venir assister à mon accouchement, donc de notre fils. Et on décide de l'appeler Imran. Les 2 premières semaines, c'était super. On va être sur un petit nuage. Et donc, du coup, 2 semaines après, on a un contrôle par rapport à son cancer. Et là, de nouveau, on nous annonce qu'il y a une rechute. Et cette fois-ci, les poumons sont atteints. Là, on va nous demander de faire une opération des poumons. Quelques jours après l'opération, on nous annonce que non. Le cancer, avait encore envahi d'autres organes. Et donc, du coup, là, ils le font rentrer en isolement pendant 7 mois en chambre stérile. Et à chaque fois qu'on ira le voir, on doit être avec une combinaison. Et pendant 7 mois,
Je vais faire 5 fois des allers-retours par jour pour aller allaiter mon fils et pour revenir. Je voulais pas choisir entre mon fils et mon mari, même si à un moment donné, je vais devoir faire un choix et je vais devoir plus m'occuper de mon mari et ma maman va prendre plus de place dans la vie de mon fils. Et donc, du coup, à ce moment-là, je vais faire appel à différents traitements. Un de Boston, un de Milan. On est parti à Montpellier aussi. J'ai fait ramener le professeur Lacaze de l'Université de Paris. J'ai fait appel à un traitement d'Arabie Saoudite, à un autre traitement fin fond du Maroc. Je refusais tellement de le laisser partir que je vais me battre jour et nuit. Je vais me surendetter aussi. Je vais tout faire pour essayer de le garder en vie. Et malheureusement... le 2 octobre 2011, on nous annonce qu'il n'y a plus rien à faire. Je vais d'abord rigoler parce que moi, j'ai un rire nerveux. Je vais éclater de rire. Et puis donc voilà, je vais dire au médecin, tiens, c'est où que j'ai foiré? Est-ce que j'ai laissé passer un traitement sous le nez? Je vais proposer de donner un de mes 2 poumons et la moitié de mon foie. À ça, le médecin va dire, écoutez, ça ne va rien changer parce qu'il a un cancer agressif et il va quand même attaquer les nouveaux organes. Et donc, il nous a fait une proposition. C'était soit on fait quelques séances de chimio pour grappiller quelques mois, mais il fallait pas espérer 1 an, soit on arrêtait tout là et alors on rentrait à la maison et il préparait ses affaires pour son départ. Mon mari va se retourner vers moi et il va me dire qu'est-ce qu'on fait. Et là, je vais dire, écoute, non, cette fois-ci, c'est toi qui décides, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les 2 ans de combat contre le cancer, c'est moi qui ai pris toutes les décisions. Mon mari m'aimait tellement, et il avait tellement confiance en moi, que il préférait que ce soit moi qui prenne les décisions. Et d'ailleurs, le médecin va nous interrompre en lui disant, écoutez, monsieur, ça fait 2 ans que je vous accompagne, ça fait 2 ans que je vois que c'est votre femme qui porte tout sur ses épaules. Aujourd'hui, c'est vous qui partez, et c'est elle qui reste derrière vous. Donc c'est à vous de lui donner l'envie d'accepter de rester derrière vous. En sortant de là, première réaction qu'il a, c'est il crie dans les couloirs et il me dit « Enfin, je suis libre ». Alors au début, j'avoue que je comprenais pas pourquoi il me disait ça. Comment dire, vous savez que quand on se bat et qu'on voit pas la lueur du bout du tunnel, à un moment donné, on est fatigué et on perd un peu espoir. Et lui, le fait est de savoir que ça y est, c'est fini, eh bien, pour lui, ça le permettait de faire descendre la pression et de se dire, je suis libre. À ce moment-là, il prend la décision de partir à la Mecque. C'était son plus grand rêve, le dernier pilier de l'islam. Au début, j'avoue que j'étais contre. Je le considérais comme un égoïste parce que je me disais, enfin, il veut partir réaliser son rêve, alors que moi et son fils, on a encore besoin de lui. Par amour pour lui, je vais accepter et je vais lui offrir d'ailleurs ce voyage-là. Pendant qu'il était à la Mecque, moi, on m'a proposé un boulot. Vu que j'avais mis ma vie entre parenthèses pendant 2 ans et que j'avais pas en plus fini mes études. Et là, on me propose un boulot et je lui en parle. Il me dit accepte-le. Parce que lui, en fait, il préparait déjà la suite pour moi que quand lui sera parti. Donc, il voulait absolument que je prenne ce travail. 1 semaine après que j'accepte ce travail, mon mari devait rentrer de la Mecque et là, c'est mon beau-frère qui a été le chercher vu que moi j'étais au travail. Et il me téléphone à 10h10 en me disant « Écoute, l'ambulance est sur le tarmac, il me laisse pas voir Fouad. Ils vont l'emmener maintenant à l'hôpital Saint-Luc, va le rejoindre là-bas. » Et donc mon patron, mon nouveau patron, il va me prendre. Je vais avoir la présence d'esprit d'aller prendre mon fils chez ma maman. Et puis on va tracer toute la ville pour aller jusqu'à l'hôpital Saint-Luc. On me laisse le voir. J'avoue que je l'ai pas reconnu. Il avait tellement changé. En 3 semaines de temps, honnêtement, c'était pas l'homme à qui j'avais dit au revoir. Puis pendant toute la nuit, il va souffrir jusqu'à l'aube. Et il va rendre son dernier souffle. Alors au début, j'y croyais pas. Parce que... 2 petites minutes. Donc je disais... il va rendre son dernier souffle à l'aube, le 24 novembre 2011. Mais moi, je réalise pas, en fait. Je sais pas expliquer. C'est comme si, je m'étais anesthésiée émotionnellement. Et donc, je vais m'asseoir et je n'oublierai jamais. Par moments, en fait, je le touchais même. Je touchais son corps et il me disait, oui, en fait, il est vraiment mort. Moi, je réalise pas trop. Je fais ce que je dois faire comme si j'étais une machine.
Je prépare ses funérailles. Je demande moi-même aux personnes qui viennent faire le lavage mortuaire, je demande à ce que ça soit moi qui le lave. Je voulais que ça soit moi et pas quelqu'un d'autre. Je vais aussi demander à l'officier de la commune si je peux sceller avec lui le cercueil. Pour moi, c'était vraiment important de l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à sa dernière demeure. Je l'enterre au Maroc. Je reviens 10 jours après. Quelques semaines après, je vais tout perdre. Mes comptes vont être bloqués. J'avais une dette de l'hôpital qui pesait sur ma tête. J'étais surendettée parce que j'avais fait appel à différents traitements. Et je perds mon appartement. Je perds tout. À 26 ans, je me retrouve veuve avec un enfant en bas âge d'1 an et 4 mois, sans logement, surendettée, pas de diplôme, pas de situation professionnelle, rien du tout. Et là, ma vie va encore plus basculer parce que c'est la descente aux enfers. Et en fait, son absence va tellement me peser qu'à un moment donné, je vais commencer à me laisser mourir. Je vais arrêter de me battre et je vais arrêter de me nourrir. Et tellement que je vais arrêter de me nourrir, je vais être hospitalisée parce que j'avais plus d'énergie. J'arrivais même plus à ouvrir mes yeux tellement que j'avais plus d'énergie ni à parler. Et c'est une fois, quand j'étais à l'hôpital, je vois mon fils, à ce moment-là, il avait 1 an et 8 mois, jouer au pied du lit d'hôpital. Et je me dis, mais en fait, cet enfant, il a rien demandé. Nous, on a tout fait pour l'avoir. C'est nous qu'on l'avons voulu. Donc je dois assumer. Déjà, il vient perdre son petit papa. Si en plus il me perd moi, cet enfant, il va rester avec qui? Et donc au début, pour lui, je vais accepter de me relever. Je vais mettre une espèce de sparadrap sur ma blessure, sans la soigner, sans rien. Elle est là, elle saigne encore, mais je vais me relever pour lui. En même temps que je me bats pour rétablir ma situation financière et récupérer un logement, je vais reprendre en même temps des études supérieures. Je vais faire un bachelor d'assistante sociale. Ça va être très très dur, surtout la première année, parce que je vais tellement avoir peur de rater. Je vais pas sortir, je vais être que dans les études, pas regarder la télé, je vais être à fond dedans. Et d'ailleurs, j'étais encore habillée tout le temps en noir. Je me maquillais pas, je prenais pas soin de moi, parce que voilà. J'arrivais pas encore à me relever émotionnellement du décès de mon mari. J'avais l'impression d'être morte à l'intérieur. J'arrivais plus à ressentir quelconque émotion, que ça soit de la tristesse ou que ça soit de la joie. En dernière année de bachelor, il y a un de mes profs, donc mon prof de philo, qui va me convoquer et qui va me dire, écoute, tu as tellement cartonné tes études, pourquoi tu ne ferais pas un master? Tu as tout à fait le profil, tu as les compétences, tu as les outils, les capacités, fais-le. Moi, là aussi, de nouveau, voilà, je panique parce que je me dis, c'est encore un autre niveau, est-ce que je vais y arriver? Il me dit, moi, je crois en toi. Et donc voilà, je vais entamer donc des études universitaires à l'UCL en politique économique et sociale, tout en élevant mon fils toute seule, en travaillant temps plein à la mission locale de Forêt. D'ailleurs, voilà, j'ai eu un chouette patron, il m'a soutenue pendant tout le long de mon master. C'est vrai que Dieu m'a enlevé l'amour de ma vie, mais il m'a donné bien plus en retour. Et il m'a mis plein de magnifiques et belles personnes sur mon chemin qui m'ont aidé à me relever et qui font que je suis la femme aujourd'hui aussi forte et déterminée, plus que jamais. Ce qui va déclencher que je vais accepter de faire mon deuil, c'est que je vais perdre tout le côté droit. Le 11 avril 2016, en fait, j'étais en pleine réunion et au moment où un de mes 2 directeurs va me dire « Est-ce que toi, Nisrine, tu as des choses à rajouter ?» Au moment où je vais pour me lever, je ne vais pas savoir me lever. Je vais avoir mon épaule complètement bloquée et ma jambe droite complètement bloquée. Donc, j'avais même du mal à marcher. Et j'arrivais même pas à parler tellement que j'étais prise de panique. Et en fait, ils vont croire au début que c'est un AVC. Et Dieu merci, c'était pas un AVC. J'ai une capsulite rétractile aiguë de l'épaule droite. Alors ça, c'est soit dû à un choc physique, donc, et ça, c'est les sportifs de haut niveau, ce qui n'est pas mon cas. Soit c'est dû à un choc émotionnel. Et c'est là, en fait, en étant coincée à la maison, à ne rien faire, voilà, je vais être confrontée à moi, à moi-même, et à ma réalité. Et donc, du coup, la douleur, toute la douleur que j'avais anesthésiée pendant toutes ces années, elle va me revenir en pleine figure. Et là, ça va être très, très dur, mais je ne vais pas sombrer parce que je vais me raccrocher à ce que j'avais déjà à ce moment-là. Donc, il y avait déjà il y avait mon fils, mais il y avait aussi tout ce que j'avais accompli entre-temps, pendant ces 5 années-là. Je vais essayer 1001 thérapies
Je vais combiner plein de choses et c'est vraiment en suivant une thérapie systémique, en étant suivie par un coach de vie et par une masseuse énergétique. Et c'est vraiment la combinaison de ces trois choses qui font que voilà, j'ai pu me relever et me reconnecter à mes émotions et faire la paix avec moi-même, parce qu'il n'empêche que moi, toutes ces années-là, je continuais à m'en vouloir de ne pas avoir sauvé mon mari. Aujourd'hui, je développe mon activité de coach en développement personnel et professionnel. Pourquoi le coaching? Tout simplement parce que moi, ça m'a énormément aidée pour faire mon deuil, pour avancer. Et j'avais envie de partager ça avec d'autres personnes et de pouvoir les accompagner aussi et de leur dire, si moi j'ai pu arriver à m'en sortir, même si je n'y croyais pas vers la fin, vous pouvez aussi le faire. Parfois, il faut juste accepter de voir notre vie sous un autre angle. Et vous verrez combien elle est merveilleuse. Moi, par exemple, j'adore ma vie avec toutes ses imperfections et pour rien au monde, je les changerais. Et je prends toutes mes épreuves comme un cadeau du ciel, parce que c'est ça qui fait que je suis la femme d'aujourd'hui, qui a envie, qui en demande et qui veut des challenges et qui est déterminée et épanouie. On n'est pas dans un monde de bisounours où tout est rose et il n'y a que de l'amour, non. Et pouvoir accepter ça aussi, que la vie, il y a des up and down, ça permet aussi de vivre de manière beaucoup plus sereine et de rendre la vie plus agréable. Et puis rêver, c'est super important. Moi, j'avais arrêté de rêver. Et que quand on rêve, c'est ça aussi qui permet de déterminer nos objectifs et d'avancer et de vouloir toujours plus et de vouloir toujours continuer et de nous accrocher à la vie. Et de toute façon, le bout du tunnel, tôt ou tard, va arriver, parce que toute épreuve, aussi douloureuse soit-elle, elle a une fin. Comme toute situation douloureuse, et aussi même les bonnes choses ont une fin. Tout a une fin. Et donc, il ne faut vraiment pas perdre espoir. Moi, c'est ça que je retiens.